sont pas les milliardaires. Les mêmes noms reviennent. Elon Musk, Jeff Bezos. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'homme qui a parlé la fois pour eux. Il a inauguré ce palier. Cet homme qui a inspiré tant d'autres milliardaires tels que Mark Zuckerberg, Jay-Z. Il avait acquis un tel pouvoir et une telle richesse. Pour le restreindre, le gouvernement américain a créé une loi dont le nom populaire est le sien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un homme qui s'est battu toute sa vie et qui est à l'origine d'un des plus grands mythes américains. Aujourd'hui, nous allons parler de John D. Rockefeller, le premier milliardaire de l'histoire. Rockefeller est né le 8 juillet 1839 à Richford, dans l'État de New York. Et comme tout bon Américain, il s'appelait John. John Davison Rockefeller. Il est le second fils d'une fratrie de 6 enfants. Il était le fils de William Big Bill Rockefeller, un marchand qui était également connu sous le nom de Doc Rockefeller, notamment parce qu'il vendait des élixirs de soins. Il avait une réputation d'escroc et de charlatan. Il menait également une double vie et ayant une famille en secret. Sa mère, Eliza Davison, était une femme pieuse et stricte. Elle jouera un rôle central dans l'éducation et dans l'apprentissage de John, qui plus tard reprendra cette vertu. Dès son plus jeune âge, John s'est pris des chiffres et des finances. Il a un grand intérêt pour l'argent. Il élève des dindes pour vendre leurs œufs et effectue des travaux agricoles. Ce dernier également se retrouve à développer une habitude qui lui sera très utile plus tard. Il note chaque transaction financière qu'il fait dans un petit cahier, habitude qui le suivra toute sa vie. En 1853, la famille Rockefeller déménage Cleveland, dans l'Ohio, là où John va y apprendre la gestion des finances et la comptabilité. Ce dernier quitte l'école à 16 ans pour se trouver un travail, parce que bien que leur famille ne s'en plaigne pas dû à leur éducation pieuse, ils vivent dans une incroyable précarité. Ce dernier a décidé de se retrousser les manches pour les sortir de cette situation. Il trouve grâce en tant que commis chez Howett et Tuttle, une petite entreprise de courtage. Là, il y fait ses armes, il gagne 50 cents par jour qu'il économise et apprend la prudence et la rigueur dans les investissements, ce qui lui permet de garder et d'obtenir une nouvelle rigueur, mais une nouvelle magnanimité et une nouvelle minutie dans ces entreprises. Un enseignement qu'il ne va jamais oublier. Toutefois, en aparté, à cette période-là, il fait don d'environ 6% de chacun de ses gains à l'église tous les mois. Car il a grandi dans une famille pieuse, il a gardé cette éducation pieuse qu'il conservera et qui lui permettra de faire ce petit don-là. Pour lui qui à cette époque n'est pas grand-chose, mais qui est déjà énormément pour ces églises à ce moment-là. 1859. À l'âge de 20 ans, Rockefeller forme une petite entreprise avec Maurice B. Clark. Cette petite entreprise est spécialisée dans les produits agricoles. Le commerce se développe plutôt bien parce qu'à cette période-là, c'est le plein battage de la guerre civile aux USA entre les confédérés au sud et les forces alliées au nord. À ce moment-là, Rockefeller démontre ses talents acquis en gestion financière et en commerce, ce qui lui permet de faire croître le capital économique de sa petite entreprise. En 1863, Rockefeller investit dans une petite raffinerie de pétrole à Cleveland. Il sent qu'il tient le bon filon à ce moment-là. Il sent qu'il tient quelque chose. Parce qu'à cette période, le pétrole n'est pas une denrée facilement exploitée ou très répandue. Mais lui, il a senti l'opportunité. Il a pris cette petite raffinerie. Il a créé tout un système autour de celle-ci pour pouvoir extraire ce pétrole-là. En 1870, à 31 ans, Rockefeller cofonde une petite entreprise avec ses partenaires du nom de la Standard Oil Company. Oui, avec ses partenaires d'affaires, dont notamment son frère William, un frère qui s'appelait comme leur père. Il se concentre essentiellement dans tout ce qui est lié à la production pétrolière, au raffinage du pétrole. Il se concentre dans tout ce qui est lié au raffinage pétrolier. Le cheval de bataille dans cette industrie pétrolière, c'est le raffinage. Il ne se concentre essentiellement sur le raffinage et laisse un peu tomber l'extraction pétrolière parce que ça, il pouvait faire des partenariats avec des entreprises pour pouvoir l'extraire et là, pouvoir l'utiliser par la suite. Et cette partie-là, sur laquelle il s'est concentré Rockefeller, va lui permettre un début. Parce que grâce à cela, la Standard Oil va dominer le marché. Quand je dis dominer, même Michael Phelps n'a pas fait ça. Même Léon Marchand n'a pas fait ça.
Rockefeller utilise des méthodes à cette période-là qui sont peu conventionnelles pour monopoliser l'intégralité de l'industrie pétrolière. Il passe des accords secrets avec des industries ferroviaires pour pouvoir transporter à moindre coût ses produits pétroliers. Il travaille avec plusieurs autres groupes dans plusieurs autres domaines chez les extracteurs de pétrole pour faciliter son accès au pétrole même, ce qui lui permet de raffiner une quantité folle. Une des clés de son succès, sa capacité à réduire les coûts et à augmenter l'efficacité continuellement de raffinage du pétrole dans ses usines et dans son entreprise en général, durant les opérations de raffinage. À ce moment-là, la Standard Oil innove et se distingue par l'utilisation de tous les sous-produits du pétrole, issus du raffinage du pétrole, et que le goudron, l'asphalte, tout ce qui peut en dériver, et le réutiliser au maximum pour vraiment tirer jusqu'au dernier bénéfice du pétrole et maximiser leur coût tout en réduisant les déchets produits. En 1882, Rockefeller peut jouir et se vanter de posséder le premier empire tentaculaire dans toute une industrie. C'est pour vous donner une idée. Cet homme-là, dites-vous que, mettez-vous ça dans la tête, c'est comme si cet homme-là contrôlait tout ce qui avait lieu d'être. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est comme s'il contrôlait Internet à cette heure-ci. Il décidait de qui avait accès à Internet, quel pays avait accès à Internet. Dites-vous qu'il était si puissant dans ce domaine-là qu'il n'y avait plus de concurrence. À l'apogée de la puissance de son empire, il contrôlait 90% du marché économique. Donc, les concurrents devaient se partager les 10% restants. Et ça, c'est quand il était même pas... Et ça, c'était vraiment quand il était content. C'est comme si Teddy Riner allait au Japon. Tous ceux qui vont se plaindre que Tintin, ils sont trop forts dans le domaine, allez dire ça à des gens comme Teddy Riner, Usain Bolt, Léon Marchand, Michael Phelps, tout cela. En fait, on devrait créer toute une catégorie à part pour eux. Tellement ils ont retenu leur sport. Ou même encore Shaquille O'Neal. Dites-vous que quasiment toutes les sociétés étaient des sous-unités ou des sous-entités reliées à la Standard Oil Company à cette période-là. Donc, il avait la main mise sur l'industrie pétrolière, ce qui faisait en sorte que c'est lui qui dictait le cours du pétrole à ce moment-là. Il dictait le cours du pétrole. Cet homme avait la main mise sur l'économie américaine. Il tenait le gouvernement américain par les couilles. Mais évidemment, quand on tient un homme par les couilles, ce n'est jamais une bonne chose. Après avoir été le grand requin blanc de son aquarium, à partir des années 1890, Rockefeller commence à se retirer doucement de la fête. Il se consacre de plus en plus aux activités philanthropiques, il fait des dons à des associations, il permet de créer de nouveaux bâtiments qui pourront aider plusieurs générations, dont notamment le Rockefeller Center, l'université de Chicago, qui porte encore son nom, et plusieurs autres bâtisses. Il investit également dans la recherche scientifique et médicinale, dans la santé et dans l'aide publique. Ces dons ont changé la vie de tellement de personnes. Au cours de sa vie, Rockefeller est devenu l'homme le plus riche du monde, mais également l'une des figures les plus controversées, due à toutes les diverses manigances et les filouteries dont il a dû faire usage pour pouvoir arriver au sommet. Cependant, comme toute chose a une fin, durant l'année 1911, la Cour suprême des États-Unis d'Amérique a mis en place la loi antitrust qui interdit à une entité de monopoliser le marché. En gros, les USA ont créé une loi spécialement pour démanteler son business. Ils ont détruit, divisé son énorme groupuscule en plusieurs sous-unités qui devront maintenant travailler indépendamment, qui seront de sous-groupes pour remettre un peu le marché à la portée de toutes les autres entreprises. Bref, on lui a coupé les tentacules. Malgré ces controverses, il n'en reste pas moins qu'il a demeuré une figure très importante pour l'univers de la philanthropie, pour l'aide humanitaire et la recherche scientifique et beaucoup d'autres personnes encore qui avaient besoin d'être en état d'être dû à ses croyances familiales, son éducation pieuse. Et en 1916, il est le premier à inaugurer officiellement le panier en étant le premier homme dont la mention est faite
comme étant le milliardaire. Il a atteint le chiffre d'1 milliard. On ne sait pas si c'était sur son compte à cette époque-là ou pas, mais sa fortune était estimée à 1 milliard. Mais aujourd'hui, avec les milliardaires comme on les connaît, les 230 milliards, les 180 milliards, ce chiffre paraît fou. Mais dites-vous qu'à une époque aussi, on se disait qu'aucun homme ne pouvait parcourir 100 mètres en moins de 9 secondes, en moins de 10 secondes. Il y a eu un homme qui l'a fait, ainsi de suite. Les records sont faits pour être battus. Et dans ce cas-là, ce fut un record qui a été battu également. Très longtemps. Mais malheureusement, sa vie s'achève en 1937, à quelques jours avant. Le H qui a dit ça. Il laisse derrière lui une énorme fortune et une famille endeuillée, comme à peu près tout le monde. Cependant, son histoire n'en demeure pas moins une épopée. Nous sommes maintenant au terme de cette histoire. Son parcours me fascine autant qu'il m'inspire, car c'est un homme qui a prouvé une chose. À la force de ce que tu crois connaître, tu deviens qui tu dois devenir. Il était le fils d'un charlatan, vivait dans la pauvreté, n'avait aucun espoir d'avenir, mais il en a décidé que ça ne se terminera pas comme ça. Il s'est éduqué, il a travaillé, il a saisi des opportunités tout en se disciplinant et il est parvenu enfin à un objectif que je ne pense même pas qu'il était en sa ligne de mire. À force de grinder, de chercher à améliorer à chaque fois ce qu'il faisait, il est arrivé à un tel niveau où il contrôlait tout un marché. On a dû créer des lois parce qu'il était devenu un cheat code. Comme pour tous ceux qui ont déjà eu à jouer à des jeux vidéo en ligne. C'est comme si lui avait accès au code du jeu. Il était devenu tellement puissant qu'il était plus puissant que les administrateurs du jeu eux-mêmes. On a dû créer des lois pour l'arrêter lui. Parce que cet homme avait smarté toute sa vie pour ça. Moi, ça me booste. Je ne vais pas lâcher l'affaire. Cette vidéo n'est que l'une d'une très très longue série que je vais tourner et produire en permanence. Parce que des histoires comme celle-là, il y en a. Mais ce n'est pas tout qui m'inspire. Donc je vous invite en commentaire, après avoir laissé le like et vous être abonné, à me donner l'histoire d'une personne qui, disons, a poursuivi son rêve jusqu'au bout. Je priorise le business, mais pour ceux qui ont des idées de personnes qui ont persévéré, qui parlent des histoires qui les ont inspirés, laissez dans le commentaire. Je verrai le commentaire qui viendra le plus et il apparaîtra dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis bon réveil.